Bonjour, je suis Linda Hérault, je suis professionnelle de santé et j'accompagne les managers et les dirigeants sur leur santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'épuisement professionnel. Alors c'est un terme dont on entend beaucoup parler et pourtant ça reste assez flou pour la plupart d'entre nous. On approche souvent l'épuisement professionnel comme quelque chose de purement psychologique. Alors pourquoi on voit ça de façon psychologique principalement? Eh bien parce que la définition aussi de l'INRS, attention, écoutez bien, parce que je vais vous citer l'INRS, donc on rigole plus. C'est un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique dans laquelle la dimension de l'engagement est prédominante. Voilà, vous avez 3 heures. Dans l'épuisement professionnel, on va distinguer 3 phases. La première phase, c'est la phase d'alarme. La seconde phase, c'est la phase de résistance. Et la dernière phase, c'est la phase d'effondrement, d'épuisement à proprement parler. Et ces 3 phases, je vais vous les expliquer de 2 manières différentes. La première, c'est qu'est-ce qu'on voit pendant ces phases-là, comment la personne se comporte. Et puis, d'un point de vue aussi plutôt chimie interne, dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Donc on va commencer par l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit quand quelqu'un est dans une phase d'alarme? Eh bien la personne va être plutôt sur le pied de guerre, elle va ressentir un stress, alors plus ou moins selon notre sensibilité, face à une commande d'un manager, eh bien, sur un délai, ou tout simplement je suis dirigeant et puis j'ai 2 collaborateurs d'un seul coup, c'était pas prévu, qui vont être en arrêt maladie et j'ai un gros chantier à livrer par exemple. Eh bien là je suis sous le pied de guerre, je vais mobiliser toutes mes ressources pour trouver des solutions, je suis à fond. Donc dans la seconde phase, la phase de résistance, la personne va accumuler les aléas, les contraintes et va mobiliser à nouveau toutes ses ressources pour trouver des solutions. Souvent elle y arrive, donc elle est en train de gérer vraiment tous les sujets. Souvent dans cette première phase, la première partie de cette phase, eh bien, elle va réussir à émettre une image de Superman ou Superwoman, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment, mais elle arrive à gérer tous ces sujets-là. Vous trouvez qu'elle se débrouille super bien, et pourtant on verra qu'il y a quand même un certain coût. Mais à première vue, du point de vue sociétal, cette première partie de phase de résistance, c'est plutôt assez flatteur pour la personne qui peut ressentir aussi une certaine réussite sociale dans cette phase-là. Par contre, dans un second temps, dans cette phase de résistance, la personne va commencer à avoir des oublis, à avoir des moments de lassitude, même de fatigue extrême, va avoir aussi peut-être des moments de difficulté de concentration. Souvent, dans cette deuxième partie de phase de résistance, c'est là où on peut s'apercevoir, on peut voir certains signaux qui arrivent. Pour autant, la personne est déjà avancée dans le processus. Donc dans cette deuxième partie, pour la personne, ça va être un peu plus compliqué en fait d'assumer un petit peu ces périodes d'oubli, d'erreur, et ça va souvent la mettre un petit peu en situation d'irritabilité. Cette phase correspond aussi à une phase de déni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette phase-là, ça va être compliqué d'aller lui parler et lui dire là je te sens pas très bien, parce que justement c'est compliqué pour elle de se dire qu'elle n'arrive plus à faire les mêmes choses qu'elle faisait avant. Elle va donc trouver des excuses qui expliquent « non mais c'est normal, ce week-end j'ai un peu moins dormi, on a fait un peu la fête ou alors c'est juste là parce que le projet, forcément, j'ai quand même le droit d'accuser le coup juste avec un petit projet mais ça va repartir ». En gros, elle est dans le déni. La phase d'effondrement, c'est la 3e phase et la dernière du processus d'épuisement professionnel. Dans cette phase-là, c'est la continuité de la phase de résistance et donc les moments de fatigue, les moments de lassitude, les moments d'oubli et les difficultés de concentration vont devenir de plus en plus fréquents. C'est à ce moment-là que certaines personnes vont être en arrêt. D'autres vont par contre aller jusqu'à la phase d'effondrement à proprement parler. Cette phase d'effondrement paroxystique, elle peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut être lors d'une réunion, la personne qui va partir en effondrement en larmes. Ça peut être aussi une personne qui commence à aller au travail. J'ai un exemple en tête d'un dirigeant qui m'a décrit cette journée-là où il est parti au travail et puis il s'est arrêté sur le bas-côté dans sa voiture et puis il est resté ici pendant 20 minutes à ne pas savoir quoi faire, c'est-à-dire
par où passer pour aller à son entreprise ou comment faire pour revenir chez lui. Et il a dû appeler son épouse pour qu'elle vienne le chercher. Vous l'avez compris, c'est la partie la plus festive de cette vidéo. Si je résume, il y a la phase d'alarme, c'est la phase de stress ponctuel. Ensuite, il y a la phase de résistance. Dans cette première partie, vous êtes Wonder Woman ou Superman, tout va bien, vous arrivez à tout gérer, tout maîtriser. Mais petit à petit, des signaux commencent à pointer, des difficultés de concentration, des erreurs, des oublis. Dans cette phase-là, on entre dans le stress chronique. Enfin, on a la phase d'effondrement, où la personne peut arriver jusqu'à un état où elle ne peut plus se lever de son lit. Et maintenant, on va voir ce qui se passe dans le corps, justement, parce que l'épuisement, c'est pas que dans la tête. Eh bien, dans la phase d'alarme, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est l'activation du système nerveux sympathique. Alors, pour ceux qui ont bien écouté en cours de sciences naturelles, enfin, sciences et vie de la Terre, pardon, je viens d'un autre monde, c'est le système nerveux qui va s'activer un petit peu pour qu'on puisse faire face. Donc, il va augmenter notre rythme cardiaque, augmenter notre rythme respiratoire, notre tension artérielle, et il va augmenter notre métabolisme du glucose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va envoyer de l'énergie dans nos muscles pour pouvoir justement être dans la fameuse réponse de fuite ou combat. Parallèlement à cette activation du système nerveux sympathique, eh bien, le corps va libérer une hormone que vous connaissez peut-être déjà, l'adrénaline. Petite info, l'adrénaline, elle est sécrétée par les surrénales, une petite glande juste au-dessus des reins. Dans cette phase de résistance, le système nerveux sympathique va continuer à s'activer. Mais bien sûr, si le cœur continue à s'activer, si le rythme respiratoire continue à s'activer, vous voyez bien que vous pouvez aller jusqu'à la mort à ce moment-là. Donc, il y a un système miroir, le système nerveux parasympathique, via le nerf vague, et ça, notez-le bien dans un coin de votre tête, on y reviendra. Ce système parasympathique, il va venir rééquilibrer pour retrouver un état d'équilibre au niveau du corps. Donc ces deux systèmes nerveux, sympathique et parasympathique, donc, vont s'alterner pour essayer justement de compenser. Et donc c'est pour ça qu'on a d'abord la phase de Superman, Superwoman, parce que le système se compense plutôt bien. Et puis petit à petit, il va de moins en moins bien se compenser. Parallèlement, le cortisol va être produit par les surrénales. Le cortisol, il va permettre de maintenir cet état de vigilance. Il va permettre aussi d'avoir une certaine endurance dans cet effort-là. Il va avoir un impact sur notre sommeil qui va être perturbé. Il va avoir un impact aussi à long terme sur notre mémoire, d'où les oublis dont on a parlé un petit peu plus tôt. Enfin, il va affaiblir le système immunitaire. C'est pourquoi, dans cette phase-là aussi, on peut avoir des petits maux, les personnes peuvent être en arrêt pour une grippe, un rhume, un peu plus que d'habitude. Et puis, bien sûr, ce cortisol, petit à petit, le corps va avoir du mal à le sécréter et il va petit à petit s'épuiser. Les surrénales vont s'épuiser jusqu'à un moment donné où il n'y a plus du tout de stock. Donc la troisième et la dernière phase, c'est la phase d'effondrement. Dans cette phase-là, on l'a dit un petit peu plus tôt, et bien petit à petit, le cortisol il va s'épuiser. Il faut savoir juste que le cortisol, le matin, il est sécrété à fond dans les 30 premières minutes où vous vous réveillez. Et c'est ce qui vous permet de vous sortir du lit. C'est ce qui explique que certaines personnes ont du mal à se lever le matin, à sortir de leur lit. On va avoir en plus de ça un effondrement de nombreuses hormones. Ces chutes d'hormones comme la sérotonine, la dopamine vont entraîner d'autres symptômes comme une augmentation de l'anxiété, un risque accru de dépression, mais aussi une baisse de la motivation. On va avoir un risque accru de maladies auto-immunes, maladies métaboliques comme le diabète, mais aussi de maladies cardiovasculaires. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler du phénomène karoshi. Ça vient du Japon et ça veut littéralement dire mort par surmenage. En gros, c'est un arrêt cardiaque suite à un stress. Là-bas au Japon, c'est un phénomène de société qui a été largement décrit. Pour résumer, d'un point de vue biologique, dans la phase d'alarme, c'est l'activation du système nerveux. Et puis, petit à petit, dans la phase de résistance, le cortisol va être sécrété, c'est l'hormone du stress chronique, va être sécrété pour augmenter, pour faire face aux défis du corps. Petit à petit, les réserves du cortisol vont s'épuiser, comme d'autres hormones d'ailleurs, et le système nerveux va avoir du mal à s'équilibrer et à maintenir un équilibre. C'est ce qui va aboutir à la phase d'effondrement, où la personne va être dans un état complet d'épuisement physique et psychologique. Qu'est-ce qu'on peut retenir en gros de tout ce que je viens de dire? Eh bien, on peut retenir tout simplement que les solutions, elles ne doivent pas être uniquement psychologiques. Elles doivent être aussi et prendre en compte les besoins physiologiques du corps.
L'idée ici, c'est d'aider le corps à retrouver son équilibre au niveau du système nerveux, sympathique et parasympathique. Donc là, vous aurez bien compris que de se donner un petit coup de pied aux fesses pour se dire allez, il faut quand même sortir du lit, c'est pas ce qui va aider, c'est pas ce qui va être adapté en fait. C'est bien plus que ça, c'est de la récupération physiologique, c'est aider le corps à justement retrouver son état d'équilibre hormonal et nerveux. Donc si on va très basiquement, le corps il a besoin de quoi pour bien fonctionner? Vous savez, vous avez besoin de la respiration, vous avez besoin de l'alimentation, vous avez besoin de l'hydratation, vous avez besoin du sommeil. Eh bien, c'est comment on va agir sur ces différents éléments pour les optimiser. Petit à petit, on pourra adapter ensuite l'activité physique qui pourra commencer juste par de la marche, qui devra être adaptée à chaque phase de récupération. Aujourd'hui, la plupart du temps, les personnes qui sont en situation d'épuisement vont se voir proposer un accompagnement uniquement psychologique, qui, au vu des éléments que vous connaissez maintenant, est assez réducteur en fait, et doit être complété par d'autres éléments. Si cela n'est pas fait, la personne mettra plus de temps à récupérer. Bon, c'est un sujet hyper vaste et hyper intéressant, et donc je vous ai mis des sources en description pour approfondir si vous souhaitez le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, et on se revoit dans une prochaine vidéo.